Le lundi, on commence la semaine, puis le lundi, on commence la semaine. Le lundi, on commence... Bonjour Jean-Louis Tripp, merci d'avoir pris votre temps sur le festival de Saint-Malo pour nous rendre visite. C'est moi qui vous remercie. On voulait justement parler de votre actualité et notamment du dernier magasin général qui sort, le dernier paru aussi, le dernier de la série. Donc d'abord la première question, est-ce que c'est vraiment la fin des aventures de Notre-Dame-des-Lacs? Absolument. Ouais. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est la fin, vous le verrez d'ailleurs, ça se finit comme une fin quoi. Moi je l'ai lu, mais des fois on a des auteurs qui vont relancer la série avec des personnages quelques années plus tard. C'est pas à l'ordre du jour. Pas à l'ordre du jour. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, mais en fait pour le moment, c'est pas dans les tuyaux du tout. D'accord. On a d'autres projets, chacun de notre côté, Régis et moi. Donc voilà, maintenant on va passer à autre chose. Et ce village, ces habitants que vous avez fait vivre pendant 9 ans, ça doit faire drôle quand ils vont on continuer écrit à la vivre. fin. Ouais. Ils vont continuer à vivre de leur côté. D'ailleurs, vous avez vu la fin, je ne veux pas trop dévoiler ce que c'est, mais enfin c'est quelque chose, la fin elle nous amène à penser que la vie du village continue après la fin de l'histoire proprement dite. Il y a quelque chose qui se prolonge un petit peu. Et donc voilà, c'est un village qui continue. Moi je disais, j'avais dit dans des interviews, quand on commençait, enfin quand on était vers le tome 3 ou 4 du magasin général, que j'avais vraiment l'impression, puis c'était vraiment une impression réelle, que quand on travaillait sur le magasin général, le matin, c'est comme si je rentrais dans cet univers-là. C'est un peu comme dans les dessins qu'il y a dans les pages de garde, là, comme si je rentrais dans le village. Voilà. Et puis je ressortais le soir, mais je savais qu'eux, ils continuaient à vivre leur vie pendant ce temps-là. On le sent d'ailleurs parce que vous êtes capable de passer d'une scène à une autre avec des personnages différents qui eux sont dans le quotidien, tout s'enchaîne. Oui, on sent que vous vivez avec eux. Oui. Ouais. C'est assez extraordinaire. On les connaît pas mal. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire Alors là, c'est une longue histoire, cette histoire. Bon, je ne vais pas refaire tout ce qu'on a déjà dit avec Régis, mais juste un petit point. Donc, en fait, l'idée, et c'est moi qui ai eu l'idée, qui ai proposé à Régis qu'on travaille ensemble, puisque j'ai fait le constat quand je partageais son atelier à Montréal, quand je suis arrivé à Montréal en 2003, que ce que lui n'aimait pas faire, c'est-à-dire finir ses planches, c'est ce que moi je préférais faire. Alors que moi j'aime pas commencer mes planches, et lui il adore les commencer. Donc je lui ai dit, écoute, regarde, j'ai la fin de tous nos ennemis, on travaille ensemble, et puis tu commences et moi je finis. Mon idée étant pas du tout évidemment d'être l'encreur de Régis Loisel, ce qui aurait été un suicide, mais plutôt de faire passer tous ces codes graphiques à lui, puisque ce qui fait le style d'un dessinateur, c'est un ensemble de codes graphiques, comment il dessine les cheveux, les yeux, le nez, les feuilles d'arbres, etc. L'herbe, le bois, enfin tout ça. Et lui, il ne dessine pas du tout comme moi. Donc ce que je fais, c'est que je prends son dessin et je le fais basculer dans mes codes graphiques à moi. Donc, j'arrondis un petit peu les personnages par rapport à ce que lui fait. Je ne dessine pas les nez nécessairement, même des formes de nez que je dessine un peu différentes. Je ne dessine pas les cheveux comme lui, etc. Donc je fais ça. Ce qui fait que, en fait, je mets mon dessin à moi sur le sien. Je le trahis en quelque sorte, mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est de cette trahison, qu'il n'y en avait pas une, puisque j'ai jamais eu l'intention de lui être fidèle de ce côté-là. Donc, vous l'aviez prévenu? Oui, bien sûr, il était au courant. Et donc c'est cet amalgame-là qui fait une espèce de troisième dessinateur, un dessinateur virtuel, qui n'est pas lui, qui n'est pas moi, et qui est une espèce de mélange comme ça, un peu imperceptible. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est à l'un, qu'est-ce qui est à l'autre, voilà. Et ça se passe plutôt bien parce que c'est pas. Ah mais ça s'est remarquablement bien passé. Je veux dire, on a été amis avant, on est encore amis après. On n'a pas eu de. J'avais dit attends, comment tu m'as transformé? Bien sûr, évidemment que c'est arrivé. C'est arrivé qu'ils me disent ils nous reprochaient au début de faire les nez trop pointus. Alors que je dessine plutôt plus rond que lui là, mais le nez de Marie notamment, il dit tu lui fais le nez comme une gaufrette. Bon, voilà. Puis à un moment donné, on a pris. Alors lui, il avait ça. Mais moi, je ne contrôlais pas la mise en scène, par exemple. C'est lui qui la faisait. Donc lui, des fois, il mettait en scène une scène, puis moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas bien. C'est pas parce que je ne l'aurais pas fait comme ça que c'était pas bien. C'était très bien. Chacun a travaillé dans ses points forts, vraiment, je pense. Donc c'était très très bien. Alors, donc, comment est venu... Alors,
donc on a décidé de travailler ensemble selon ce principe-là. Après il a fallu, ok, mais on raconte quoi comme histoire? Alors là c'était compliqué parce que Régis, il sortait de Peter Pan, donc il avait fait que des séries complètement oniriques ou fantastiques jusque-là. Puis ça c'était pas mon univers du tout. Et là encore, je voulais pas devenir l'assistant de Loisel dans ces séries-là. Donc c'était important pour moi que ça soit pas un univers qui soit vraiment à lui, dans lequel moi j'aurais rien eu à faire. Et moi, j'avais fait que des histoires contemporaines, des trucs qui se passent en ville pour la plupart. Hein, bon. Et ça, je savais que lui, il voulait pas dessiner des trucs contemporains du tout. Bon. Donc on était un peu coincés comme ça. Et puis un jour, on a eu une discussion à propos de... Je me souviens que on parlait de l'album que j'ai fait précédemment qui s'appelle Parole d'ange, chez Glénat. Et j'ai parlé de Frank Capra, le réalisateur américain. Et Régis m'a dit « Ah, mais là, comment j'ai pas pensé à ça plus tôt? Moi, il y a 10 ans, j'avais une idée de départ d'histoire que j'avais appelé à la Capra, parce que le ton de l'histoire, c'était un peu Capra, et ça se passait dans un petit village perdu au fin fond d'une vallée en France, etc. etc. Voilà. Et puis, ça part comme ça. Et il y a vraiment les 3 ou 4 points comme ça dans le truc. Et là, tout de suite, je vais dire « Mais ça, c'est... » très intéressant, là ça m'intéresse beaucoup là, absolument, mais bon j'ai 2 remarques à faire. La première c'est que ça serait bien si on faisait passer cette histoire au Québec, parce que moi j'ai toujours fait des histoires aux endroits où j'habitais, puis là j'habitais au Québec, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Lui ça lui a plu, parce qu'il aime beaucoup cette ambiance de ce qu'il appelle la ruralité américaine, là, le côté un petit peu les raisins de la colère, tu vois, cette époque-là, en plus, l'époque entre les années 20 et les années 40. Donc, ok, on s'est mis d'accord là-dessus. Et puis ensuite, il y a eu un truc que je ne vais pas développer parce qu'on avait un point dans la manière dont il avait pensé le rapport de Marie avec le reste des gens. Là, on n'était pas tout à fait d'accord sur un point, et donc moi j'ai amené ma manière à moi, et puis on a trouvé un compromis qui a fait qu'on pouvait raconter l'histoire. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Hein. Et alors après, il a fallu faire un essai graphique pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner, si ça marchait cette idée-là. Moi, je le voyais dans ma tête. Hein. Pour moi, c'était vraiment très clair de ce que je pouvais faire à partir de son dessin à lui avec mon dessin à moi. Je le voyais. Et quand on a eu trouvé l'univers, ben là il a fait un dessin. Alors c'est drôle parce qu'il va y avoir un coffret Canal BD qui va être. Ils ont fait régulièrement des coffrets. Alors le dernier coffret. Non, c'est pas Canal BD, pardon, excuse-moi, je dis une connerie. C'est un tirage de luxe qui va être fait de l'intégrale de l'arrière-boutique. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'arrière-boutique. L'arrière-boutique, c'est des albums, on a fait 3 tomes chez Casterman, dans lesquels il y a toutes les planches de Régis et toutes mes planches en vis-à-vis. Ok, donc on peut voir, là on peut s'amuser au jeu des 7 erreurs, là, de voir exactement qu'est-ce qui change entre ce que lui il fait et ce que moi j'en fais. Donc cette arrière-boutique-là, il y a une intégrale 1400 pages. Qui va sortir, ouais, ça va être un truc incroyable comme ça. En fait, moi j'avais dit dans une interview pour Casse-Match, je crois, au mois de janvier, que je rêvais de voir l'intégrale de l'arrière-boutique, et il y a un éditeur qui était assez fou pour le faire, c'est Cani. Et donc ça va sortir là, cet automne. D'accord, ce sera un des beaux cadeaux de Noël à conseiller. Ouais, enfin ça va être un très beau cadeau de Noël, parce que 1400 pages, ça va être vendu dans une caisse en bois, enfin tu vois, c'est vraiment... Bon, voilà. Et donc il va y avoir en bonus le premier dessin qu'on a fait. Donc il y a un dessin, voilà, Régis a fait le dessin, puis moi je l'ai repris. Et là on s'est dit tout de suite, ça marche. Graphiquement, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Puis après, ben ouais. Il n'y avait plus qu'un. Et alors du coup, ce village que vous avez imaginé, enfin, vous êtes inspiré de villages qui existaient. Non, c'est devenu votre village idéal. Voilà. Parce que c'est idéal, un univers assez chaleureux, oui. Il y a la solidarité. On est quand même un peu à l'opposé de ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui. Ça fait du bien. Je pense qu'il y a une grande aspiration à ça. Hein. Moi, personnellement, je vois beaucoup de gens autour de moi qui aspirent beaucoup au calme et au repos, parce que ça va trop vite, tout est engraissé en permanence dans la société dans laquelle on vit, puis de plus en plus, j'ai l'impression, c'est quand même très très stressant, quoi, le rythme. Bon. Et là, c'est pas le même rythme, c'est sûr que c'est vraiment un truc beaucoup plus apaisé. Il peut y avoir des tensions entre les personnes à certains moments, mais en gros,
il y a quand même beaucoup de stress en moins que... Puis on sent beaucoup d'entraide et puis on Oui, rythme des de solidarité, beaucoup de solidarité. C'est que ça marchait souvent comme ça avant, hein. Dans les villages québécois à cette époque-là, et avant, et même jusque dans les années 50-60, il y avait un truc qui s'appelait les corvées, par exemple. C'est-à-dire que quand ils avaient un boulot à faire dans l'intérêt de tous, alors nous on l'a montré, parce que dans le dernier, par exemple, quand ils construisent des trottoirs, c'est ça. Hein, et quand ils sont à l'érablière aussi, qui font eux, c'est un truc qu'ils font collectivement. Et ils s'entraident pour les moissons, etc., etc. Quand ils se construisent un pont aussi, à un moment donné, qui a été emporté par la pluie, c'est pareil, c'est des corvées. Ouais. Ils se mettaient tous ensemble et hop, ils passaient dans Ou des aides, on voit à un moment ils construisent la maison de celui qui ils se marie. s'entraident aussi, bien sûr, oui, tout à fait. C'est comme ça que ça a marché. Et puis c'est une solidarité qui s'est beaucoup perdue aujourd'hui dans nos sociétés, et qui existe encore souvent d'ailleurs dans les pays moins développés. Hein. Voilà. Oui, certainement. Je suis très sensible à ça là. Et justement, vous avez fait des recherches, j'imagine que parce que pour plonger dans un univers comme ça, on n'improvise pas. Bien sûr. C'est-à-dire que l'histoire elle-même, si vous voulez, l'histoire elle-même est assez universelle. Ça pourrait se passer un peu n'importe où. Bon, nous, on a décidé de la faire passer là-bas, et là, il a fallu qu'on aille voir comment ça se passait, parce que, en fait, la vie n'était pas du tout la même que à la même époque en France, par exemple. Déjà, pour une raison, c'est les saisons. Le fait qu'il y ait un hiver qui dure presque 6 mois conditionne beaucoup de choses dans la manière de vivre. Et alors, par exemple, on a découvert à ce moment-là précisément que l'hiver, alors c'était une des économies assez autarciques, hein, c'est-à-dire que chacun était très très autonome, ils avaient des petites fermes, ils avaient une vache, un cochon, des poules, etc., etc. Et puis quelques céréales, un potager, bon, voilà. Donc, mais il y avait quand même des choses qu'il fallait qu'ils achètent. Des fois, une casserole, un truc, bon. Et là, il fallait de l'argent liquide. Mais comme c'était autarcique, ils n'avaient pas d'argent liquide. Donc en fait, ils allaient au magasin général et ils avaient une ardoise, marquée tout ce qu'ils achetaient. Et puis l'hiver, les hommes valides, alors des fois dans les familles, il y avait, comme c'était des familles où ils avaient souvent 10 enfants, voire 15, 16, 17, c'était un pays extrêmement catholique. Et on veut dire que dans les années 20, c'est souvent des familles d'une dizaine. Moi, je connais beaucoup de gens de cette génération-là, ils ont tous 7, 8, 9, 10 frères et sœurs. C'est un classique. La génération d'avant, c'était 15 ou 16 ou 17. C'était grosse famille. Donc là, il y avait toujours 4-5 gars au moins dans la famille, et ils partaient travailler l'hiver sur des chantiers de forestiers qui appartenaient à des grosses compagnies anglophones. Et donc là, ils s'étaient payés, et en rentrant au printemps, ils pouvaient aller régler la note au magasin général. Voilà. Bon, ça, on l'a découvert en se documentant, et c'est devenu un ressort essentiel dans la dramaturgie de l'histoire, parce que le fait que, hop, tout l'hiver, il n'y a pas d'homme dans le village, ça a ouvert une porte formidable pour le magasin général, enfin pour l'histoire qu'on a racontée. Ah oui, c'est sûr que voilà. C'est devenu alors central. Après, Régis, lui, s'est beaucoup documenté. Moi, je me suis beaucoup documenté par des lectures comme ça, sur ce genre de trucs. Comment on vivait à l'époque, quelles étaient les différentes étapes dans une année, etc. Et Régis, lui, s'est beaucoup documenté de façon iconographique, puisque c'est lui qui avait dessiné en première instance. Donc, il fallait qu'il sache comment était faite une cuisinière, comment était... c'est pas la même chose qu'en France. Donc, voilà, à quoi ressemblaient les maisons, Voilà, oui, ça a été un gros travail. Alors on a eu des aides, parce qu'on est tombé, dès le début, on a eu la chance de tomber sur un monsieur qui s'appelle Michel Laurent, qui était à l'époque, il était à la retraite, mais qui était un des conservateurs du musée de l'Amérique française, anciennement musée de la civilisation à Québec, et qui était un spécialiste de cette période-là. Alors quand on avait des questions, on lui envoyait un petit mail, et il nous répondait un truc de 4 pages, très détaillé, savoir comment ça se faisait à l'époque, tel truc, etc., etc. Par exemple, l'anniversaire, dans le tome 3, il y a en fait l'anniversaire de Gaëtan. Et bien nous, on ne savait pas comment, on se disait est-ce qu'il souffle des bougies, est-ce qu'il chante joyeux anniversaire, alors non, c'est pas du tout ça. Et ça n'existait pas, joyeux anniversaire, c'est arrivé bien après la guerre, en fait la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il faisait un truc qui s'appelle la bascule, c'est-à-dire qu'il prenait... par les pieds et par les mains, le gars dans cet anniversaire, il lui tapait les fesses sur le sol autant de fois qu'il avait d'années.
Hein. D'accord. Voilà. Et des fois, ça se fait encore, enfin, ça se fait plus comme ça, mais quand il y a des anniversaires un peu comme ça, des fois, on dit ah, la bascule, allez hop, on prend. Voilà. Mais ça veut dire que c'est finalement beaucoup plus compliqué de raconter une histoire du quotidien que de raconter une histoire fantastique, comme je le fais souvent Loisel, où il invente des monstres. C'est pour ça que lui, il déteste le travail de la documentation. Là, s'il était là, il vous dirait qu'il a souffert avec ça, notamment quand il a fallu aller à Montréal. Parce que alors là, c'était que de la doc. Tu sais, puis les voitures, les tramways, les maisons, telle maison précise, parce que tel truc, je veux dire, tel bâtiment, le pont Jacques-Cartier, c'est celui-là, c'est pas un autre. Bon, voilà. Là, il a pas trop aimé ça. Vous l'avez fait souffrir. Oui, je l'ai fait ça. Mais en tout cas, c'est au moins l'avantage de dire choisir le Québec, parce que il vaut mieux être là où on vit. Aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir accès à tout. Mais bon. Peut-être moins les témoins aussi. Peut-être. Moins facile de trouver peut-être les témoins. Moi, dans les années 80, j'ai fait des albums sur l'Union soviétique et sur l'Afrique du Sud. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Je peux vous dire que la documentation, c'était autrement compliqué à l'époque à trouver qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je me souviens, quand j'ai fait Zulu Blues, j'avais trouvé un bouquin sur les danseurs Zoulou, un seul, après avoir fait toutes les librairies de Toulouse et de Paris. J'en ai trouvé un. Aujourd'hui, si vous tapez danseur Zoulou dans Google Images, c'est un bonheur. Ben oui. Donc ça a changé vraiment la manière de travailler pour les dessinateurs, vraiment. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir au Québec? On sait que vous avez un poste de professeur, mais est-ce que c'est ça plus maintenant, non, j'ai enseigné 2 ans. J'ai succédé à Edmond Baudouin à l'époque, à l'Université du Québec à Outaouais. Côté québécois, si vous voulez, de la rivière des Outaouais qui marque la frontière entre le Québec et l'Ontario. Donc Outaouais, c'est le même nom en anglais et en français, hein, c'est un nom indien. Donc la ville d'Ottawa, qui est la capitale fédérale, elle est juste au bord, côté Ontario, mais juste au bord de la rivière. Et puis la partie française de l'agglomération d'Ottawa, c'est Gatineau, où il y a une université donc, qui a l'équivalent d'une licence, on dirait, en France en bande dessinée. Donc, voilà. Donc Edmond Baudouin avait inauguré le poste, puis 3 ans après il est parti, et moi je lui ai succédé pendant 2 ans. Vous êtes parti là-bas pour faire ça ou Moi je suis parti là-bas pour faire ça, mais parce que Régis m'a dit, hey, tu sais que lui il habitait là depuis 1 an déjà, et il m'a dit, mais à l'université il cherche quelqu'un, toi qui adores le Québec, parce que moi j'avais une longue histoire déjà avec le Québec. Quand je suis allé y habiter, c'était mon 7e voyage. Donc, depuis 1989, premier en 89. Entre 1989 et 2003, j'ai fait 7 voyages. Voilà, donc j'avais. Si on a envie d'aller au Québec et on vous appelle, vous avez des bons tuyaux. Oui. Et donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Qu'est-ce que 11 ans. Ouais. Et là, on parlait tout à l'heure de l'actualité qui se passe en ce moment sur le festival, le statut des auteurs en France qui est en difficulté. Ouais. C'est un peu la même chose au Canada, ou est-ce que le statut est différent? Oui, le statut est complètement différent. Enfin, complètement différent, non, pas tant que ça, mais mettons que le problème en France, c'est qu'en ce moment, il y a quand même une régression dans le domaine social partout, et qui touche tout le monde, y compris les auteurs de bande dessinée. Au Québec, il n'y a pas de statut social du tout, donc c'est très très difficile pour eux, mais voilà, donc en fait, la plupart des auteurs québécois qui veulent vivre de la bande dessinée travaillent, si possible, avec des éditeurs français, à une exception, à ma connaissance, qui est Michel Rabagliati, qui dessine la série Paul. Alors là, c'est à la pastèque, donc qui est un très bon éditeur québécois, et qui a été capable de faire un succès vraiment avec Paul, qui lui permet, en vendant essentiellement au Québec, d'en vivre. En plus, là, il y a un film maintenant qui est en train de se faire à partir d'un des Paul. Bon. Donc voilà, mais c'est très rare. La plupart des autres auteurs québécois, souvent on ne sait même pas qu'ils sont québécois. Bon, Guy Delisle, on commence à le savoir maintenant, mais pendant longtemps on ne le savait pas. Alors lui, maintenant, c'est une star au Québec, mais c'est une star au Québec depuis qu'il y a eu le succès des Chroniques de Jérusalem, en fait. Il y a eu un retour comme ça qui s'est fait. Il y a Delaf et Dubuc qui dessinent les nombrils, mais là c'est pareil, si on ne sait pas qu'ils sont québécois, c'est pas absolument évident quand on lit leur bande dessinée, puis s'ils sont chez un éditeur français. Voilà. Après, il y a quelques auteurs qui
sur la scène québécoise existent, comme Iris, une de mes anciennes étudiantes d'ailleurs, Sviane, Jean-Sébastien Bérubé, voilà, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas super nombreux quand même. Et puis ils galèrent un peu quand même, enfin je veux dire, c'est pas évident. Pas évident. Oui, parce qu'en plus le marché est plus Ben oui, petit, c'est ça, bien sûr. Donc il faut quand même, c'est mieux de vendre. Alors après, il y a d'autres auteurs qui eux travaillent, mais je connais pas très bien cet univers-là, qui travaillent dans le comics, donc pour les éditeurs américains. Là, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Et Magasin Général, c'est un grand succès en France et au Québec. Oui, ça marche très. Ben, oui, c'est très bien au Québec. C'est on doit être aux alentours de 8-9 000 exemplaires, ce qui est très bien. Hein. C'est presque 10% de ce qu'on vend sur un album, à peu près dans les 100 000, quoi, hein, grosso modo. Et c'est, je veux dire, c'est fait partie des succès là-bas. Pas Tardy ou Bilal, c'est plus dans les 2000 quoi, au Québec. D'accord. Voilà. Donc, Et on parlait des conditions de travail des auteurs. Comment est-ce que c'est bien humain de devoir subir la langue québécoise au quotidien pour travailler? Vous n'avez pas trop souffert? Ah mais moi, je ne subis pas du tout. Moi, je suis un grand amoureux de la langue québécoise. Je vais me vexer. Vous savez que maintenant, j'ai la double nationalité. Moi aussi, Régis l'avait depuis quelques années. Moi, je l'ai aussi. Donc, je suis québécois. Attention. Attention. Bon. Non, moi, je suis... si les personnages de Magasin Général parlent en québécois, c'est parce que moi, je voulais absolument qu'ils parlent en québécois. Régis n'était pas chaud au début parce qu'il pensait que ça allait être compliqué pour les... Moi, je prétendais que, d'abord, c'était impossible pour moi de ne pas le faire parce que j'ai tellement d'amis québécois qui n'auraient pas compris vraiment qu'on fasse un truc caricatural ou que les personnages ne parlent pas québécois alors que l'histoire se passe au Québec. C'est juste impensable. Et par ailleurs, moi, je trouve que c'est une langue extrêmement riche et que j'avais dans l'idée qu'on pouvait faire une espèce de pagnol québécois, hein, avec cet univers-là, et puis voilà. Donc c'était très très important. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Jimmy Beaulieu pour que ça soit impeccable du point de vue de la réalité du québécois, quoi, de la langue québécoise, que ce soit pas une langue de québécois réinventée par des Français. Ouais. On voulait que ce soit vraiment labellisé québécois. Bon, donc voilà, et non, moi je suis, pour moi c'est très très important. Vous avez raison, ça renforce l'ambiance du livre. Tout à fait. C'est vrai qu'au début il faut se concentrer un peu. Oui, mais écoutez, Jimmy Beaulieu disait récemment dans une interview, il disait quand même les Français, ils sont capables de lire San Antonio, ils peuvent bien lire du québécois. Ouais, oui, effectivement. Il n'y a pas tort. Ouais, oui. Et vos prochains projets alors Alors, Régis va faire un Mickey, je peux vous le dire tout de suite, ça c'est clair et net. Il va revenir à ses origines, puisque lui, c'est Mickey qui lui a donné envie de faire la bande dessinée, mais le Mickey de Godfredson, hein, Mickey des années 30, vraiment c'est ça. Donc il va faire un bouquin chez Glénat, puisque Glénat a les droits de Mickey, et puis on peut faire des albums avec des dessinateurs. On peut importer des dessinateurs. Et alors pour lui, c'est un rêve d'enfant, il est aux anges, il va faire son Mickey. Il dessine super bien les Mickey. Hein. Pendant qu'on écrivait le scénario, il était toujours en train de faire des petits Mickey sur des petites feuilles de papier comme ça. Ouais. Il s'entraînait à fond. Hein. Ah oui, il est à fond, là, il est ravi, là. Vraiment il est ravi pour lui de faire Mickey. Voilà. Et moi, je peux pas trop en parler. En fait, je vais faire un roman graphique très personnel, on va dire, très intime. On ne peut pas en savoir plus. Non. Non, on ne peut pas en savoir plus. Je ne peux même pas, peut-être dans 2 ans. Ça va être, il faut le temps de le faire. Et surtout, je ne sais pas comment je vais le dessiner encore, parce que Régis, c'est pas un problème. Quand il a fait Magasin Général, Régis, il a fait ce qu'il fait d'habitude. C'est son dessin, sauf que son dessin n'est pas fini, mais c'est son dessin. Moi, par contre, j'ai dessiné sur le dessin de quelqu'un d'autre pendant 9 ans. Donc, je ne sais plus trop comment je dessine aujourd'hui. Et ça tombe très bien, parce que comme je veux faire un roman graphique et que je veux aller vers un dessin extrêmement simplifié, vraiment un dessin très simple, que je n'ai jamais encore fait, et là il va falloir que je me trouve cette façon-là, et je veux dire que pour moi, très clairement, dans ce que je vais faire, ce qui est important, c'est l'histoire. Donc le dessin, j'ai besoin d'un dessin qui soit un véhicule très simple, mais quand même élégant, sensible. Enfin bon, voilà, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi là, mais quand même un dessin très simple
pour accompagner, pour véhiculer cette histoire-là. Et donc là, je pense que d'ici le mois de janvier, je vais prendre papier crayon et puis je vais m'y mettre. Là, je souffle un peu. Là, mais... Ouais. Oui, après, quand même. Alors, là, on part pour une grosse tournée de dédicaces en plus, donc ça sera Donc vous n'allez pas vous reposer. Non, non. Ouais. Et puis c'est toujours plus dur d'écrire un livre très personnel. Je me souviens une fois en interview avec Bruno Le Floch, notre regretté Bruno Le Floch, qui avait dit que quand il avait fait son livre très personnel, en allant vers l'ouest, il disait que ça avait été son plus dur à sortir parce que justement on y mettait beaucoup de soi et que c'est plus compliqué que d'aller inventer des fictions. Alors oui, cela dit, je vous dirais que dans le magasin général, on a mis beaucoup de nous, Régis et moi. On a eu des moments d'écriture où on était dans des choses très très personnelles, lui et moi, à travers le biais de la fiction, mais quand même très personnel. Je vais vous raconter une histoire parce que c'est une des anecdotes préférées de Régis. Alors, on était, il y a quelques années, on travaillait sur le tome 4, dans lequel la Louise, qui est la mère de Jacinthe, la grand-mère de Jacinthe, pardon, la vieille dame qui est arboriste, meurt. Vous allez me voir pleurer donc, parce que quand on a écrit cette scène de la mort de Louise, on était dans le train entre Pau et Toulouse. On faisait une tournée de dédicaces et on était dans le train, justement, entre Pau et Toulouse. Et donc, on avait mis en place la scène, et puis là, il fallait écrire ce qu'elle disait, le texte de Louise. Et on s'est mis à écrire chacun de notre côté, Régis et moi. Et après, on confrontait un truc qu'on faisait de temps en temps. À certains moments, hop, on écrivait chacun de notre côté, puis on confrontait pour voir comment on était. Bon. Et donc là, on s'est mis à écrire chacun de notre côté le truc. Et quand on a eu fini d'écrire, chacun de notre côté, on s'est regardé et on pleurait tous les deux. Ah oui. Et on pleurait tous les deux parce qu'on venait d'écrire les dernières paroles de la grand-mère qui léguait ce qu'elle avait à dire à sa petite fille, qui était un message de « Vite à vite, ça va me faire pleurer ». Et donc, et on a regardé le texte et on avait écrit la même chose. Pas tout à fait pareil, mais le fond était exactement le même. Voilà. Alors après on a fait un mix de ça, comme ça, et puis ça a donné les dialogues. Et moi, je ne peux pas lire cette scène-là, même aujourd'hui, vous voyez, même rien qu'à en parler. Et on a chacun, notamment, il y a une autre scène aussi qui me fait exactement le même effet, qui est dans le tome 8, je pense. Quand Noël, le vieil anarchiste qui construit son bateau, raconte une histoire d'un ami à lui quand il était jeune et qui travaillait sur les chantiers de forestiers, de son ami Martin qui était amoureux, et là aussi je vais recommencer, vous voyez, ça marche à tous les coups, qui était amoureux d'une anglophone qui s'appelait Lisbeth et leurs parents n'ont pas voulu, et donc bon, enfin bref. Mais c'est bon, on peut que vous remercier d'avoir fait cette série parce que vous nous avez plongé on a l'impression nous aussi de les connaître et le fait que finalement vous arriviez des fois à écrire des choses identiques avec Loisel, ça veut dire que vous les avez tellement bien imaginés qu'ils sont vraiment vivants. Et puis c'est pour la preuve qu'on écrivait des trucs personnels. Hein. Ouais. Vous pouvez voir, c'est vraiment... voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner pour mon prochain bouquin, c'est très personnel aussi. Voilà, ça va être... je vais essayer que ça ne me fasse pas pleurer tout le temps quand même. Mais le thème n'est pas triste en même temps. D'accord. Donc voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup c'est moi de nous avoir donné un petit peu de temps et puis de votre passion. C'était vraiment intéressant. Et puis on vous souhaite un grand succès. D'abord, bon courage pour toutes ces séances de dédicaces. Merci. C'est toujours sympa de rencontrer ces lecteurs. Ah oui, c'est exigeant, mais c'est sympa. Du succès pour imaginer alors la suite de vos ouvrages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Le lundi, on commence la semaine, puis le lundi, on commence la semaine. Le lundi, on commence la semaine, puis le lundi, on commence la semaine. Puis le mardi, on tape la navette, tic et tac, solitaire à mon affaire. Se coucher tard le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas rougeau.